Bonjour les amis et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite présentation et surtout avis de consommateur à consommateur sur le C5 Aircross qui est derrière moi. Alors c'est mon véhicule personnel, on ne me l'a pas prêté, ça fait quelques mois que je l'ai. Je fais cette vidéo surtout pour te donner 2-3 conseils en fait au niveau du choix de ton véhicule par rapport à l'utilisation et puis surtout ce qui m'a plu et m'a déplu sur cette voiture là en sachant que je l'aime bien dans son ensemble mais il y a 2-3 trucs quand même qui vont pas. Donc avant ça abonnez-vous et likez et puis c'est parti, petit tour du propriétaire. Alors déjà, on va commencer par le commencement. Pourquoi j'ai acheté cette voiture-là? À l'époque, donc au début de l'année, on avait fait, tu sais, une vidéo sur le C5 Aircross 180 chevaux de mon pote Rémi. Elle y va! Ouais! Et à l'époque, c'était une voiture qui m'avait bluffé, qui m'avait plu. Il n'y a que la motorisation qui me faisait peur. Les seules motorisations disponibles en essence, pas hybride, c'est un 1,2 litre de PureTech SLE 180 chevaux, 1,6 litre de cette génération-là, 2020. Donc j'ai quand même choisi le PureTech en sachant que si je tombe en panne, en fait, c'est un moteur plus facile à trouver, plus facile à bricoler, entre guillemets. Alors voici devant vous un modèle 2020. On est sur la motorisation 1,2 litre turbo compressé PureTech 130 chevaux, accouplé à une boîte manuelle 6 rapports. Apparemment, il n'y a que des boîtes manuelles sur ces années-là. Bizarrement, j'ai eu un 3008. En parallèle, là, en ce moment, j'ai un Space Tourer. Il y a des boîtes automatiques 8 rapports. Là, il n'y a que du manuel. Donc, j'espère que ça a changé parce que déjà, dès le départ, je pense que Citroën se sont mis, comment dire, une aiguille dans le pied, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien avoir le PureTech, 1,2 litre 230, mais par contre en boîte auto et pas boîte manuelle. Donc ça déjà c'est un mauvais point. Et vous avez remarqué que sur les rétroviseurs, les barres de toit, les côtés et puis devant, il est orange. Donc il n'était pas d'origine comme ça. Cette config là, quand je la croisais dans la rue, je trouvais que c'était sympa, ça s'accouplait très bien avec ce gris là. Et c'est vrai que ça fait moins terne, moins fade que le gris clair métallisé qu'il y a d'origine dessus et puis les coquilles noires. Donc ce que j'ai fait, j'ai déclipsé cette partie-là qui se déclipse relativement bien. Celle-là, j'ai pété une patte, mais ça se déclipse quand même bien. Coquille de rétro, ça se déclipse bien. Et puis ça, j'étais obligé de cacher. Car d'origine, vous remarquerez que c'est la partie inférieure qui est peinte et la partie supérieure, elle est noire. Et en fait, le problème, c'est qu'il fallait défaire le ciel de toit pour défaire la partie inférieure. Donc, en gros, j'ai défait les caches, j'ai caché la partie centrale et puis j'ai tout peint. Et dans l'ensemble, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ça rend plutôt pas mal. Donc, on est sur des jantes, bien évidemment, 18 pouces, 225, 55, 18, pneus relativement chers, avec des jantes polies, donc noir poli, ce qui se fait le plus en ce moment. Donc, je vous dis à chaque fois, faites attention au trottoir. Sur cette voiture-là, les pneus sont assez gros, mais si vous tombez sur un gros trottoir, ça fait ça. Apparemment, ma femme me dit que c'est pas elle, donc voilà, je te laisse juger le truc. Donc jante avant, jante arrière, hein. Bien frotté. Les pneus, ils n'ont rien pris, mais par contre, la jante, faut la refaire, hein. Donc en gros, dépolissage, revernissage de l'ensemble. Donc à l'extérieur, à part ça, il n'y a rien qui change. À l'arrière, ils sont tous plus ou moins pareils, sauf que celui-là, il a l'attelage. Parce que je tracte souvent avec cette voiture-là, vu que justement, elle est en boîte manuelle. Mais ça, je te raconterai ça tout à l'heure. Coffre électrique, donc ou au bouton, ou au pied. Si tu branches, tiens, avant qu'on aille dans le coffre, si tu branches une remorque sur ta prise arrière, ne sois pas étonné que ton coffre électrique ne fonctionne pas. Il y a 2-3 options qui s'enlèvent. Sur ce modèle-là et sur le Space Tourer par exemple, tu as donc le coffre électrique qui ne fonctionne plus et tu as aussi les détecteurs de bande pour le garder en ligne en fait, tu sais, droit sur l'autoroute ou sur la route, ça ne fonctionne pas non plus. Donc à ça, faites attention. Donc coffre spacieux à double étage et puis en bas, j'ai la roue de secours qui est en option. À part ça, il n'y a pas grand chose à dire, à part peut-être le fait qu'il y a quand même une prise allume-cigare. Et puis dans l'ensemble, c'est plutôt sympa, c'est plutôt profond, c'est plutôt logeable. Seul défaut du coffre, tout de suite maintenant, c'est la qualité des plastiques durs et n'importe quoi pour rayer facilement les plastiques et les rendre blancs. À part ça, voilà, pas d'autres critiques. Après, vous avez des petits bombers en bas. Alors bon, ça, je ne sais pas si c'est efficace ou pas, tout simplement parce que je me mets quand même assez loin des voitures et ma femme, je lui conseille de se mettre loin, sinon il y aura des représailles. Sur la voiture de Rémi, vous vous souvenez, on avait tripoté ça là. Donc là, c'est pareil, au niveau définition plastique, regarde.
ça bouge quand même pas mal. Bon, grâce à l'attelage, il ne s'est pas pris trop de coups dans sa vie et puis il ne s'est pas trop démonté en fait au niveau des plastiques. Donc c'est vraiment en fait, il y a un gros jeu sur le pare-choc arrière en fait entre le pare-choc arrière partie peinte et le pare-choc arrière partie mat. Donc ça c'est pas top. Les sièges arrière au niveau des gamins très confortables, il n'y a rien à dire réellement les amis. J'ai pas eu de retour de mes enfants, deux seuls défauts, donc ça je le dirai tout le temps. Ouais, parce que je me mets à la place des enfants. La première chose, pas de tablette. La deuxième chose, sur cette série-là, je ne sais pas si les autres l'ont, pas de rideau pour le soleil. Juste une seule prise USB pour pouvoir recharger ton tel ou ta tablette. Bah, le problème, c'est que vu qu'il y a deux enfants derrière, ça pose automatiquement un problème d'autonomie à un certain moment. Bien évidemment, je peux mettre un démultiplicateur, on est d'accord. Mais le truc, c'est que bah, c'est quand même abusé. On est en 2022, c'est une voiture qui date de 2020. Les ingénieurs l'ont certainement construite en 2018 ou 2017. Merde les gars, déjà à l'époque, il y avait tout ça. C'est quand même dommage et c'est pas juste une histoire de coût. Parce que bah, la voiture, elle a certains trucs bien et d'autres trucs en fait, bah, ça va pas. Bon, le siège avant conducteur il est électrique, l'autre il est manuel. L'ensemble est chamfré sur 3 niveaux. Au niveau des couleurs, c'est assez accueillant. Mais, au niveau du siège conducteur encore une fois, deux gros défauts. Le premier défaut, c'est que le Sky qui est là, bon, c'est irrécupérable, mais c'est surtout qu'en fait la voiture elle a 77 000 km 500. Je trouve ça abusé. C'est vraiment, ça m'agace parce que la voiture elle a plein de qualités et c'est pas le premier que je vois qui fait ça. Alors deuxième chose au niveau des sièges, je suis super bien assis quand je suis sur des petits trajets, il n'y a aucun problème. Par contre, quand je commence à enquiller des kilomètres, je ne sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à trouver ma place. Alors j'ai essayé toutes les positions en hauteur, du volant, des inclinaisons et tout. Je suis tout simplement pas bien assis dessus. Je dis entre guillemets que je fais 1m73, je suis d'une corpulence moyenne, mais je ne sais pas, je ne trouve pas ma place. Alors peut-être que c'est moi dans ma tête, mais par exemple dans mon Space Tourer, dans la 508, même dans les vieilles C5, tu vois, parce que d'abord là, ce C5 là, il n'a rien à voir avec les anciennes C5, eh ben j'étais bien. Et là, bah, je sais pas, les sièges je les trouve plats, je sais pas, je trouve que c'est pas terrible à ce niveau-là. Donc déjà un conseil, asseyez-vous correctement dans la voiture avant de la choisir. Autre défaut de la voiture, c'est sa boîte 6 rapports. Sa précision au niveau des tringles, je trouve que c'est pas terrible. Idem au niveau, par exemple, attends, je vais me reculer parce que ouais, pareil, ça. Ah bah non, ça marche pas, faut mettre le contact. Pareil au niveau de la pédale d'embrayage. Donc je sais pas si tu vas entendre. Tu vois, je vais te mettre le truc plus près et le micro je l'ai sur moi. Mais en fait, à un moment donné, là, à ce niveau-là, ça commence à forcer. Et au début, tu graisses et tout, mais en fait, c'est une espèce de contrainte au pied que quand tu embrayes, en fait, tu la ressens et tu te dis que oh, les trucs sont faits en plastique ou il y a un truc qui est en train de lâcher dedans parce que c'est vraiment désagréable à force. Et vous voyez, c'est ces deux petits trucs-là, donc la pédale d'embrayage qui est en rapport automatiquement avec le levier de vitesse, donc la boîte de vitesse, qui sont chiants au quotidien et que moi, par exemple, j'aime pas du tout. Donc, la voiture se conduit bien et répond bien, par exemple, au niveau de la puissance par rapport à l'accouplement de la boîte, il n'y a aucun problème. Comme je vous ai dit, j'ai tracté avec un porte-voiture avec une voiture dessus. Donc, même le 1,2 litre, ça peut paraître rigolo, répond bien. Donc oui, je sais, vous allez me dire, ouais, ne le fais pas trop souvent parce qu'il va te sortir par le capot. Mais dans l'immédiat, bon, la voiture, elle n'a jamais eu de panne. Hein, mais dans l'immédiat, réellement, le moteur, encore une fois, me bluffe. Je ne serais pas surpris si Citroën ou le groupe PSA sortent un biturbo. Je le trouve bien équilibré, le moteur. Il a ses défauts au niveau de la fiabilité avec la courroie de distribution, etc. etc. Bon, ça, de toute façon, c'est écrit, réécrit et tout. Curieusement, c'était un moteur que je détestais au début. Curieusement, j'arrête pas de tomber dessus sur toutes les voitures. Donc que ça soit celui-là, le Space Tourer, l'autre coup, j'ai failli acheter une 508 avec ce moteur-là. Et puis bah, j'ai eu d'autres voitures auparavant, 3008, DS Sportback, enfin etc., etc. Mais les petits détails comme le siège qui, tu vois, qui commence déjà à partir un petit peu en couille. Tiens, le tapis par exemple, tu vois. Mais ça, c'est toutes les Citroën. Le tapis, il est fait en carton par exemple, tu vois. Regarde, tu as déjà un trou. 70 000 bornes, donc tu vas me dire ouais mais peut-être l'ancien propriétaire roule en talent, peut-être, mais bon c'est pas épais. Et le Space Tourer que j'ai, je l'ai acheté à 50 000 bornes et le tapis il est encore pire. Donc
Donc voilà, la qualité de certains matériaux, elle n'est pas terrible. Les plastiques, tu vois, ça par exemple, ça a tendance à bouger un peu, ça croustille un peu partout là-dedans, tu vois. Mais bon, après c'est Citroën, donc on ne peut pas trop leur en vouloir. La qualité des plastiques aussi. Par exemple là, ils t'ont mis un plastique très très dur. Là, ils ont mis un plastique dur, mais avec un petit survêtement imitation cuir. Là, on est sur du moelleux. Et là, on retombe sur un plastique dur, mais surtout qui se raye facilement. Si par exemple, ta femme ou même toi, tu portes, je sais pas, des pantalons avec des petits boutons et tout, ne t'approche pas de ça parce que tu vas le rayer, ça va devenir tout de suite blanc et surtout, ça va se voir. Au niveau des portières, c'est pareil. Là, on a un plastique relativement mou. Ici, plastique de micro-car par choc. Et là, ils t'ont mis une petite moumousse en fait, histoire de rappeler que c'est luxueux et confortable. Là, il y a un petit rappel des petits bombers là ou des espèces de trucs dans les portières. C'est ce que j'ai repeint. Donc voilà, ça se marie relativement bien. Et puis l'ensemble de la planche de bord, que ça soit GPS ou les Komodo, c'est comme sur toutes les PSA. Vous voyez, ça. Oh là, la colonne, le bruit qu'elle a fait, t'as entendu? Dans l'ensemble, tout fonctionne bien. Bon, ce qui est chiant, c'est que si par exemple tu recules comme là le matin, et en même temps tu veux changer la chaîne de radio ou mettre la ventile plus fort, tu vois, il n'y a rien qui fonctionne tant que tu es en marche arrière. Il y a un autre truc que je ne comprends pas, c'est cette partie-là. Là, en fait, j'ai la vision 360, mais il faut vraiment reculer loin pour que ça fonctionne. Dès que je me mets dans ce champ-là, c'est pas terrible. Mais bon, ça, c'est des petits défauts de construction, je pense. Donc voilà, on ne va pas en revenir. De toute façon, on en fera encore d'autres. Donc siège chauffant, tu vois, sur 3 niveaux. Ça chauffe bien. Ah oui. Et puis, je t'avais pas raconté aussi, au niveau des sièges chauffants. Donc, en hiver, ça va, ça chauffe bien, t'as chaud et tout. Mais moi, la voiture, je l'ai eu cet été. Donc, tu as remarqué, j'ai un toit ouvrant panoramique qui, d'ailleurs, fonctionne super bien. C'est franchement une bonne option. C'est une bonne option, on n'en profite pas assez parce que, bon, en fait, ici, on a le montant. Donc, automatiquement, tu vois, on n'a pas la tête. Mais jusqu'à 90, 100 à l'heure, ça marche bien. Par contre, le problème de ce truc-là, c'est que, en été, et cet été, en 2022, ça a quand même bien chauffé. Les sièges, laisse tomber, c'est désagréable de ouf. Le Sky, mais il prend des températures de dingue. Et réellement, tu as une petite chemise, au bout de 5 minutes, tu es humide. Tu es humide de partout. Donc voilà. Au niveau des rangements, donc les rangements sont traditionnels. Tu vois, tu as les rangements dans les portières. Donc là, sur ce côté-là, je te montre ça tout de suite. Tu as une boîte à gants qui est moyennement grande. Et tu as ce rangement-là. Hop. Qui est profond, celui-là il est bien, tu peux mettre une bouteille d'un litre 5, là tu peux mettre tes verres, là chargeur à induction, donc pareil c'est une option, ça va, c'est pas mal. Mais Citroën pourrait quand même faire mieux tout simplement parce qu'ils ont le savoir-faire des monospaces. Sur les C4 Picasso ils l'ont fait avant et encore avant. Donc c'est dommage qu'ils n'ont rien foutu en fait dans les planchers ou sous les sièges comme avant, tu vois. Avoir des petits rangements pour mettre ton gilet jaune ou je sais pas pour les gamins, enfin bref, ça manque un tout petit peu de rangement si on veut considérer ça comme une voiture familiale, voire plus, vu que théoriquement, d'après ce que j'ai compris, les ventes de ce véhicule-là, elles ont explosé et automatiquement en fait, Citroën, ils en ont vendu à Tarbas. Et ils ont, avec le temps, arrêté en douceur en fait le C4 Picasso et ensuite le Space Tourer. Donc, je pars du principe que cette voiture-là remplace le Space Tourer en cette place. Donc, j'aurais bien voulu qu'au moins les rangements à l'intérieur soient à la hauteur. Je vous ai pris des routes secondaires juste pour vous montrer en fait que c'est une voiture très très confortable au niveau de la suspension et on garde quand même l'esprit Citroën. Bien évidemment que les puristes, les mecs qui conduisent ça depuis 40-50 piges vont me dire il n'y a pas de sphère, il n'y a pas tout ça, donc ça ne fait pas cet effet-là. Je suis d'accord, mais il y a quand même cette espèce d'effet d'absorption des suspensions. Je suis sûr que ça n'a rien à voir avec par exemple un 3008, tu vois, je ne me suis même pas renseigné, mais je sens tout de suite que c'est moins raide, mais c'est doux en fait. Donc encore une fois, je vais te dire, c'est dommage qu'il n'y a pas de boîte auto pour que je sois assis confortablement comme dans un canapé. Ici, il y a la partie post radio son et de ce côté-là, en fait, c'est téléphone
Et pareil, ça concerne tout ce qui concerne téléphone et option du son. Là, plus bas, donc je sais pas si vous voyez sur l'image, ouais, normalement ça va être bon. Ici, on peut désactiver en fait le maintien de la voix. Donc en gros, ça désactive les capteurs et puis comme ça, la voiture, elle n'aura pas tendance à suivre ou te forcer en fait la main sur les traits. Et puis bah là, si tu appuies 2 fois, tu as l'ouverture du haillon, mais de l'intérieur. C'est un bouton qui sert strictement à rien, en sachant qu'il y a le bouton, le pied, tout ça, mais bon, ils l'ont mis à l'intérieur. Au niveau de la forme du volant et de son esthétique, moi perso, j'aime bien. Après, ça manque peut-être un tout petit peu de couleur, mais je pense que ça dépend peut-être des finitions. Par exemple, la partie inférieure, j'aurais bien voulu qu'elle soit un petit peu plus en aluminium, mais bon, ça se présente dans l'ensemble bien et ça me gêne en rien. Pour ce qui concerne des performances de ce moteur là, comme je t'ai dit tout à l'heure, franchement ça tracte pas mal. Limite c'est un peu bluffant que ça soit un petit 3 cylindres, 1,2 litre quoi, tu vois. Mais bon, malgré qu'il soit turbo compressé, mais c'est vrai qu'on est dans une époque où tout ce qui est petit cylindré avec un turbo, ça marche quand même bien. Et à part le fait que la courroie, l'histoire de la courroie de distribution, il a un tout petit peu foiré. Pour le reste, le ressenti de la puissance, de la consommation, etc., par rapport encore une fois à ce gabarit, eh ben, je trouve ça plutôt satisfaisant. Là, on va arriver là-bas, attends. Donc, je vais te montrer. On va arriver sur une ligne droite et je vais me mettre en deuxième. Toc. Hop là. On est à 30 et je vais accélérer en deuxième. Et regarde. Tu vois, ça reprend quand même pas mal. Deuxième 60, troisième 90, tu vois, et il y va la voiture. En fait, il n'y a pas de creux, tu vois, tu te retrouves à 100, 110 en rien de temps, donc il n'y a pas de creux. Par contre, si tu es en sixième à 90, tu veux déboîter une voiture, c'est vrai que faut mettre la 5. En fait, la plage d'utilisation, elle est quand même assez basse, mais on est quand même un cran en dessous de la vraie puissance. Quand tu es par exemple en sixième et tu veux vraiment déboîter une voiture, et ben voilà, ça met du temps. Mais regarde, par exemple là, quand je suis en sixième et l'ordinateur, le truc il m'a dit qu'il faut mettre la 5, malgré que je la mette pas, je suis à 69, 70, tu vois, je rappuie, bon, ça tremblote, mais ça reprend, tu vois, elle te fait pas un coup foireux. Donc je pense que la gestion électronique de la voiture par rapport au carburant, etc., et ben elle est super bien faite. Et vraiment, c'est un moteur doux, malgré sa mauvaise réputation. De toute façon, les amis, aujourd'hui, chez PSA, je suis désolé de le dire, mais bon, je pense que chez les autres constructeurs, ça va être la même. On n'a pas trop le choix. Tu vois, tu peux cracher sur ce moteur-là, que ce soit le 1,2 litre ou 1,6 litre, comme moi. Hein. Moi, je suis le premier à avoir un sale goût dans la gorge. Mais il faut être réaliste. Ça marche bien quand ça fonctionne. Bah, quand ça fonctionne pas, bon, ça pose beaucoup plus de problèmes, mais surtout on n'a pas trop le choix quelque part, parce que chez Citroën par exemple, tout de suite maintenant là, sur cette puissance là, tu as quoi? Tu as le 1,2 litre 3 cylindres, et après si tu veux avoir plus puissant, bah, tu as le 1,6 litre. Et l'un vaut l'autre en fait, au niveau de la réputation. Le THP qui s'appelle PureTech aujourd'hui, bon bah tout le monde va dire ouais, moi je suis pas emmerdé, il y en a d'autres qui vont dire moi j'en ai pété 3, mais ils ont la même réputation en fait quelque part. Donc par manque de choix, par tout ce que tu veux, de toute façon, un jour ou l'autre, il va falloir acheter ce véhicule-là. Et si bah, toutefois vous avez un problème avec la courroie de distribution ou autre, bah, va falloir résolutionner ce problème-là. Je vais vous dire franchement, il y a déjà des gens qui ont réussi à fiabiliser ces blocs-là. Et je connais une voiture qui fait pas taxi, mais c'était une ancienne ambulance. Enfin, une ancienne ambulance. Une voiture de pharmacienne, voilà, qui a fait 328 000 km et qu'à partir de là, elle a eu des problèmes. Donc, elle a fait ses distributions. À l'époque, elle a fait sa distribution à 120 000 km. Donc, elle a dépassé le seuil qui est aujourd'hui de 100 000 km en fait. Et je crois que ça a encore baissé à 80 000 bornes. Le changement de la distrib, en fait, il n'arrête pas de baisser parce que même en interne, il s'est aperçu que ça part complètement en couille. Les nouveaux 1,2 litre, alors je dis ça comme ça, devrait avoir une chaîne. Alors je ne sais pas si ça va se faire cette année ou l'année prochaine, mais théoriquement il devrait avoir une chaîne. Donc
quelque part, normalement les amis, ça va devenir fiable. Parce que le vrai problème de ce moteur-là, c'est juste sa courroie de distribution qui engendre d'autres problèmes. Mais à part ça, à part changer les bougies à 60 000 km, voire un tout petit peu moins, et surtout faire ta vidange, pas à 25-30 000, mais à 20-15, normalement, hein, tu n'auras pas de problème. Donc voilà. Mais si vous êtes comme moi, dans mon cas, famille de 4 personnes, qui a possédé déjà dans sa vie un Picasso ancienne génération, donc ancienne génération par rapport à cette voiture-là, enfin de 2014 à 2020-22, parce qu'ils ont arrêté le Picasso en 2022, enfin le Space Tourer. Et vous voulez le remplacer parce que théoriquement ce véhicule-là, malgré que ça s'appelle C5, ça n'a rien à voir avec les C5, mais d'après ce que j'ai compris, il remplace quand même le C4 quelque part, le grand Picasso, parce que le monospace ça marche plus, et puis ça c'est plus à la mode, ça plaît plus à tout le monde, etc. etc. Je pense que vous serez comme moi, vous serez déçus. Pour une raison évidente, qu'il n'est pas au format du Picasso. Je m'explique. Pas de tablette à l'arrière, pas de rideau. Au niveau de la position de conduite, je sais pas. Moi, ça ne matche pas. J'ai essayé, enfin, ça va pas. Ça va pas. Je préfère la position du Picasso. J'aime bien l'espace du Picasso. Et d'ailleurs, j'ai acheté cette voiture-là pour remplacer un C4 Picasso. Je vous le dis. Hein. Je l'ai acheté la voiture. J'aimais pas, ma femme elle aime bien, enfin elle roule avec et tout. Et j'ai racheté derrière un Space Tourer, tu vois, de la même année avec le même moteur, mais en boîte automatique. Point. En tout cas, moi ça colle pas. Donc, si vous êtes du même avis que moi, marquez-le dans les commentaires. D'ailleurs, ce serait intéressant de voir tous les commentaires parce que il y a beaucoup de gens qui lisent les commentaires et les réponses des commentaires. Donc, marquez-le dans les commentaires si vous aimez bien, si vous êtes propriétaire, ou vous n'êtes pas fan si vous êtes propriétaire. Pour les autres qui ne sont pas propriétaires mais qui regardent cette vidéo là juste pour se faire une idée, ne prenez pas à la fin de cette vidéo là pour une conclusion qui est la mienne personnelle via cette voiture là. Je ne suis pas là pour vous conseiller, je suis là juste pour vous dire ce que j'en pense, c'est tout. Mais allez essayer la voiture d'abord. Et faites-vous votre propre avis après. Certainement vous serez un tout petit peu flouté parce que dans tout ça, c'est quand même sympa, tu vois, la tablette centrale, l'écran central, tout ça. Mais moi, je suis assez habitué à cette technologie-là, vu que j'ai le 508, c'est exactement pareil. J'ai eu le 3008, c'est à peu près pareil. Donc, je suis déjà habitué à ce cockpit, à cette idée. Voilà, donc au niveau de ce confort-là, j'ai l'habitude et ça ne me choque pas. Mais quelqu'un qui a une voiture, par exemple, de plus de 10 piges, automatiquement, il va adorer, il va kiffer. Mais c'est ça le piège, c'est que parfois, en fait, on se voile la face. Et ça, c'est pas bon. Alors les amis, il est temps de finir cette vidéo parce que j'ai fait mon tour et je pense que j'ai fait le point. Bon, je te montre pas le moteur parce que il n'y a rien à voir hein, sur un 3 cylindres 1,2 litre, rempli de poussière avec un gros carter en moumousse. Il n'y a pas grand chose à voir, mais en tout cas, j'ai essayé d'être le plus neutre sur mon avis, malgré qu'il y a certaines petites déceptions quand même, comme le siège et puis surtout mon confort au niveau du dos sur ces sièges là. N'oubliez pas que si vous ne faites pas partie de la chaîne et la vidéo vous a plu, regardez un tout petit peu tout, hein, ça se trouve vous trouverez d'autres sujets qui vous intéresseraient. Mais en tout cas, abonnez-vous, mettez la cloche de notification, c'est très important parce que sinon vous ne serez pas informé des nouvelles vidéos. Sur ce, laissez un commentaire négatif ou positif sur ce véhicule-là. Si vous ne l'avez pas essayé, ne donnez pas de commentaire, essayez-le et après clashez-le si vous voulez le clasher. Et surtout le moteur, le ressenti moteur, si vous ne le connaissez pas, d'abord essayez-le. Ne regardez pas les trucs de consommateurs ou autres, ou les avis en fait sur Caradisiac. Essayez-le d'abord et après donnez votre avis. Voilà, il est temps de finir les amis, gros bisous à tous et puis à bientôt sur d'autres aventures. Ciao. Pour ceux qui aimeraient faire leur entretien sur un C5 Aircross et vous voulez effacer en fait la clé d'entretien, rien de plus simple en fait. Vous mettez le contact et vous appuyez en même temps sur check. Alors hop, check, contact sur le bouton. Vous attendez que ça défile les petits chiffres en haut. Et c'est fait, la petite clé elle a disparu, tu as juste à enlever le contact, redémarrer le véhicule. Et c'est parti pour minimum 15 000 km suivant comment tu comptes changer ton huile.
Je vous conseille réellement, entre nous, de le faire tous les 15 000 km, voire moins. Parce que le constructeur, il a craqué, ils ont mis beaucoup plus de kilomètres, histoire de vendre des entretiens espacés. Mais l'histoire de la courroie de distribution qui baigne dans l'huile, c'est un peu problématique. Il vaut mieux quand même changer l'huile assez régulièrement. C'est peut-être pas bon pour le portefeuille, mais au final, avec le temps, tu verras que tu gagneras de l'argent parce que la courroie, tout simplement, se désagrégera pas.